les ans, au mois de juin, Timothy Treadwell quitte la Californie pour s'envoler vers l'un des plus beaux sanctuaires du monde. Depuis 8 ans, Timothy passe 3 mois chaque année au cœur d'un territoire totalement vierge, perdu au fin fond de l'Alaska. Ici, le jeune éthologue de terrain observe et vit avec les mammifères parmi les plus impressionnants et les plus craints de la planète, les ours bruns ou grizzlies. Je viens vivre ici, sur le terrain, parmi les ours pour les photographier et les étudier. Ensuite, je diffuse mes informations pour sensibiliser le public aux problèmes que rencontrent les ours bruns du monde entier. Aujourd'hui, les grizzlies sont menacés de disparition. En 1991, Timothy a créé une association, Grizzly People, pour protéger les ours bruns. Pour moi, dans tout le travail que je fais sur les ours et la protection de la nature, le plus important, c'est sans doute mes interventions dans les écoles. Je viens avec mes photos et mes notes prises sur le terrain pour parler des ours dans les classes. Je montre aux enfants l'environnement dans lequel vivent les grizzlies, les autres animaux qui vivent à leur côté, et les ours, bien sûr. Hi, Holly. Hi, Thumper. How are you? It's so pretty. Terrible day today, huh? Lots of rain. Lots of rain. Oh. You all wet, Thumper? Yes, you're so wet. La première chose que j'essaie de faire lorsque je suis avec les ours, c'est d'être le plus possible comme eux. Je sais toujours exactement où les ours se trouvent autour de moi. Je suis très attentif à leur langage. Ils émettent des sons et adoptent des postures significatives que je peux interpréter. C'est comme ça que je connais leur humeur et leurs sentiments. Je sais s'ils sont contents ou énervés ou même simplement dangereux. Toute mon approche des ours se base sur cette connaissance de leur langage. Timothy connaît chacun d'entre eux et leur caractère. Cette année, Kate est accompagnée de 2 petits nés il y a 1 an. Le petit Damper est soudainement inquiet. Il a senti une présence menaçante. C'est Melissa. Elle est connue de tous les ours pour son mauvais caractère. L'air de rien, Melissa approche. Mais Kate est sur ses gardes. Aucun ours n'est plus dangereux qu'une femelle accompagnée de ses petits. Et Melissa le sait. La provocation a assez duré. Le premier problème auquel sont confrontés les animaux sauvages, et particulièrement les ours bruns, c'est la réduction de leur habitat. L'arrivée des Espagnols, des Européens, la colonisation, les Américains ensuite, ont fait qu'aux États-Unis, où il y avait avant plusieurs centaines de milliers de grizzlies, il y en a aujourd'hui plus que 1000 hors Alaska. Il ne reste à l'ours plus qu'1% de son habitat d'origine. Aujourd'hui, il reste environ 180 000 ours bruns dans le monde, répartis en Amérique du Nord, en Europe et au nord de l'Asie. La majorité, 100 000 individus, vit en Sibérie. En Alaska, on compte environ 30 000 grizzlies. Timothy a choisi l'un de leurs derniers refuges. Ici, il est possible de les observer loin des humains, sur un territoire qui est encore le leur. C'est aussi en Alaska que les ours sont les plus gros. Ils peuvent peser plus de 700 kg et mesurer plus de 3 mètres de long. Mais leur poids peut varier d'un tiers entre le début du printemps et la fin de l'été. Durant ces quelques mois, ils doivent faire leur réserve de graisse avant le début de l'automne. Ensuite, ils hiberneront pendant environ 6 mois. Timothy ne dispose que de ces quelques semaines par an pour étudier ces ours qu'il connaît individuellement et qu'il retrouve chaque printemps. Alors il reste à leur côté 24 heures sur 24. Mais cette année, il n'a pas encore vu Mrs. Good Bear.
Hey, Timmy. No, there's no soup for you. This is just for adults. You don't get any of the dinner. I'm gonna take it over here and make sure. Timothy reconnaît aussi les renards auxquels il a affaire quotidiennement. Et eux savent toujours le retrouver à l'heure du repas. Mais hors de question de les nourrir. Ils doivent rester sauvages. What else did you get? Did you get some clams today? You did? Oh, that's a good guy. Were they tasty? As good as the soup? I'll bet. Après son repas, Timothy prend toujours soin de tout nettoyer. C'est une règle de base. Il faut toujours être très vigilant avec la nourriture et la vaisselle. On ne peut pas être négligent avec ça. Un ours qui sait qu'il y a de la nourriture devient un ours très dangereux pour l'homme. Alors je suis particulièrement méticuleux. Cette année, Saturne a eu un petit. Timothy ne l'avait pas encore vu. Le taux de reproduction des femelles n'optimise pas les chances de survie de cette espèce menacée. Celles-ci ne sont fécondes que 2 semaines tous les 3 ans. Elles mettent au monde de 1 à 4 petits, au fond de leur tanière, juste avant le printemps, durant la fin de l'hibernation. Les femelles nourrissent leurs petits toutes les 2 ou 3 heures. Mais généralement, cette tâche se fait dans la plus totale discrétion. Il est très rare de pouvoir regarder une femelle en train d'allaiter son bébé. Je suis ému jusqu'aux larmes lorsque j'ai la chance de voir une maman nourrir son petit. Ça, c'est le lien le plus intime qu'il soit possible d'observer entre un bébé et sa mère. C'est magnifique de pouvoir assister à cela. Généralement, il naît 2 à 3 oursons. Heureusement pour eux, la mère possède 3 paires de mamelles pour nourrir sa progéniture. Alors, il y a beaucoup de lait pour tout le monde. Les petits prennent du poids très vite. Le lait contient environ 33% de matière grasse. Alors, ils prennent des forces très vite juste avec le lait. Généralement, ils commencent à goûter à d'autres nourritures après environ 82 semaines. Ils boivent moins de lait et dans des régions comme ici, ils mangent d'abord de l'herbe, puis des coquillages et bien sûr du poisson. Mais le lait est essentiel à leur survie. Les ours sont solitaires et omnivores. La superficie de leur territoire dépend de la quantité de nourriture disponible. Ils peuvent atteindre 1000 km². Pour Timothy, cela implique des jours de marche. Saturne et son ourson semblent se satisfaire des ressources de la plaine. Mais Timothy n'a toujours pas vu Mrs. Goodbear. Elle ne doit pas être dans cette région. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, Timothy poursuit son étude dans un autre environnement.
Cette rivière est un véritable garde-manger. Ici, les grizzlies généralement solitaires se côtoient dans une grande proximité et se partagent les mêmes ressources. Ici, les ours ont une hiérarchie sociale. Le plus vieux mâle est au sommet. Les grizzlies m'ont placé à ce niveau dans leur structure sociale. Maintenant que j'ai cette position, je peux me déplacer comme je veux parmi eux. Mais bien sûr, mon odeur est importante, et la manière dont je leur parle aussi, et même ma façon de chanter avec eux. You're so pretty. Are you going to have babies next year? You might have some babies next year? Oh, good girl. Good girl. I hope you have 3. Lots of babies, because we need lots of bear babies in the wilderness. You're just my best friend, aren't you? Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. I love you so much. Are you pretty comfortable? Yeah? Me too. La vie de grizzly est difficile. Chaque journée est une nouvelle journée de lutte pour la survie. Il faut avoir suffisamment de nourriture, affronter d'autres ours ou toute autre chose. Je ne veux surtout pas gêner les ours. J'ai compris qu'en étant tendre et en leur donnant beaucoup d'amour, je pouvais rester parmi eux. J'aime parler ou chanter aux ours. J'aime être gentil avec les ours. Ils donnent l'impression de répondre à cette démarche. Ils sont calmes. Et j'ai l'impression qu'ils aiment vraiment ça quand je chante pour eux. Au milieu de l'été, les saumons remontent la rivière pour se reproduire. Très riches en protéines, ils assurent des réserves de graisse pour les ours. Les grizzlies viennent de la plaine jusqu'ici chaque année. Mrs. Goodbear est certainement par là. Mais non, c'est encore Melissa, avec ses oreilles blanches. Elle est arrivée à la rivière parmi les premières. À cette époque, les saumons sont encore rares. Et voici sa nouvelle victime, Daisy. Elle a osé empiéter sur le territoire de Melissa. Daisy affiche sa soumission sans hésiter. Ce qui ne déplaît pas à Melissa, qui, sûre de sa supériorité, part à la pêche. Pour Timothy, cet endroit est rêvé. Il peut étudier les interactions comme nulle part ailleurs, mais aussi les méthodes de pêche. Daisy est experte en la matière. Le saumon est la nourriture royale du grizzly. En début de saison, tout est bon à prendre. Mais dans quelques semaines, en période d'abondance, les ours s'offriront le luxe de ne manger que la cervelle et la peau. Si Daisy est habile, Melissa est fainéante et sans scrupules.
Les ours ne se battent jamais à mort. Melissa a bien fait comprendre à Daisy qu'elle était la plus forte. Ce n'est pas la peine d'insister. Elle a obtenu son droit au saumon. Mais un poisson ne suffit pas. Melissa est partie en quête d'une nouvelle proie qu'elle espère trouver sous des pierres de plus de 100 kilos. Hello, Melissa. Hello, Melissa. You're so beautiful. So pretty. Hi, Melissa. Yes, you're so pretty. Je ne porte jamais d'armes. Je prends ce risque. Je suis prêt à prendre ce risque. Parce que la perte de ces animaux serait une grande injustice pour le monde. La population de grizzlies diminue dans toutes les régions du monde où ils vivent. Pour moi, c'est quelque chose d'atroce de tuer un animal juste pour le plaisir du sport. Lorsque l'on tue un ours pour le sport, on n'utilise rien pour se nourrir, ni sa fourrure ou même quoi que ce soit de bon pour la population. On le tue juste pour rapporter un trophée et l'accrocher sur son mur. Chaque année en Alaska, environ 1200 grizzlies sont tués légalement par la chasse sportive. Mais le grizzly connaît aussi d'autres menaces. Environ 5000 ours bruns sont braconnés tous les ans dans le monde, avant tout pour le marché de la vésicule biliaire. Le fait de tuer les ours pour leur vésicule biliaire existe depuis plus de 2000 ans, ou même 3000 ans. C'est un traitement dans la médecine traditionnelle asiatique. Je pense que le seul moyen de remédier à ces problèmes est de sensibiliser les gens à la beauté de l'ours. Il faut que l'on admette que pour chaque vésicule, c'est la vie d'un ours qui est détruite. J'espère que mes photos et mes études iront jusqu'en Asie et que ces gens tomberont aussi amoureux des grizzlies. Alors ils arrêteront de prélever des vies et des vésicules et utiliseront des médicaments de forme synthétique. Timothy a continué sa route vers la mer. À environ 60 km de la rivière, les ours viennent sur la plage. Peut-être Mrs. Goodbear est-elle plus friande des ressources de la mer. Sur cette plage, les ours attendent la marée basse pour prélever les coquillages laissés par l'océan. Pour parvenir à déguster le minuscule mollusque, les grizzlies creusent d'abord le sable. Puis ils ouvrent délicatement le coquillage avec leurs pattes pour enfin en arracher la chair au goût particulièrement savoureux. Les géants ours peuvent s'avérer très délicats. Je cohabite en harmonie avec les ours. Je me sens beaucoup plus en sécurité lorsque je vis ici au milieu des grizzlies que dans la ville dont je viens, aux États-Unis. Good bear. Nice to see you. Just relax.
Everything is wonderful out here today. Ah, it's like a big picnic. Keep digging, keep digging. There you go. That way you can be real big and strong. Savoir de quoi et où se nourrir, c'est l'apprentissage principal des oursons auprès de leur mère. Mais parmi tous les oursons, Timothy distingue enfin deux très jeunes aux côtés de leur mère, plus précieux que nul autre. Mrs. Goodbear est là, accompagnée de ses deux petits, Alvin et Pete. Les mères ours doivent être sans cesse vigilantes. Premiers ennemis, les mâles. Parfois, ils tuent les petits. La moitié des oursons meurent avant leur deuxième année et les mâles adultes en sont en partie responsables. En éliminant les petits, ils obtiennent une chance supplémentaire de se reproduire avec la mère, qui redevient féconde très rapidement. Ce mâle est très menaçant. Alvin et Pete sont en danger. Mais Mrs. Goodbear défendra fermement sa progéniture. Partout sur la plage, les petits apprennent la vie d'ours et ses embûches. Ils resteront auprès de leur mère qui les guidera pendant près de 3 ans. Les oursons savent d'ores et déjà qu'il n'y a rien à craindre des petits renards. Mais la maîtrise de leurs gestes n'est pas encore parfaite. Année après année, Timothy parvient au cœur de l'intimité des ours, des moments qu'il voudra toujours faire partager aux hommes pour que ces protégés survivent sur un territoire digne de leur noblesse. Pour moi, vivre parmi une population de grizzlies sauvages, c'est un honneur, c'est un privilège. Je suis vraiment conscient de la chance que j'ai de pouvoir passer autant de temps auprès d'eux. Je m'appelle Malcolm Ramsey, je suis professeur d'université et je travaille avec les ours polaires depuis maintenant 13 ans. Les premiers ours polaires que j'ai vus m'ont beaucoup impressionné par leur façon de se mouvoir et leur majesté. À l'époque, je ne savais pas encore qu'ils allaient devenir l'objet de mon travail pendant de si nombreuses années. Malcolm Ramsey est l'un des grands spécialistes de l'ours polaire. L'antenne à la main, il est à la recherche de l'un de ces deux ours qu'il a équipé d'un émetteur l'été dernier. Pour mieux le repérer, il l'a aussi marqué d'une tache noire qui disparaîtra avec le temps. Sur la terre ferme, des centaines d'ours attendent avec impatience que se forme à nouveau la banquise. C'est là qu'ils trouveront bientôt les phoques, leur seule nourriture. Pour le moment, ils sont contraints de jeûner.
Chaque année, les recherches de Malcolm portent sur une centaine d'ours, sur lesquels il effectue des mesures régulièrement. Pour repérer et approcher les animaux, l'hélicoptère est le moyen le plus rapide et le plus sûr. Aux commandes, Steve Miller, dit Eagle. Avec son appareil, il a aidé à immobiliser près de 3000 ours polaires. Son expérience sera bien utile. Il s'agit maintenant de localiser les animaux dans ce désert. L'équipage a repéré une ours bien connue de Malcolm, accompagnée de son petit. Maintenant, il faut faire vite. Pour ne pas stresser les animaux trop longtemps, la poursuite ne doit pas durer. Stephen, l'assistant, se met en position de tir, prêt à injecter un sédatif à la mer. Il faut d'abord éloigner les animaux des nombreux étangs qui couvrent la toundra. L'ours pourrait s'y noyer. La femelle a été touchée. Sous l'effet du produit, la mère arrêtera sa course effrénée quelques minutes plus tard. Le petit, âgé d'une dizaine de mois, ne quitte pas sa mère. L'ourson et sa mère ne se séparent pas durant 18 à 30 mois. Les chasseurs d'antan le savaient bien. Ils tuaient d'abord les petits pour pouvoir abattre les femelles plus facilement. Malcolm et son équipe doivent maintenant procéder à une autre opération délicate. S'assurer que la mère est bien immobilisée et administrer un sédatif à l'ourson. L'ourson et sa mère sont maintenant totalement inoffensifs. Les prélèvements, injections, pesées et mesures effectuées par Malcolm permettront de suivre l'évolution des animaux. Il lui faudra 5 heures de travail dans un froid glacial pour assembler l'ensemble des données et des échantillons nécessaires au travail de laboratoire. Comme tous ses congénères, cette ours n'a rien mangé depuis qu'elle est dans la région. Les études de Malcolm portent sur les mécanismes de ce jeûne. Pas facile de peser un ours. Une femelle peut atteindre 280 kg, un grand mâle 2 fois plus. Depuis sa dernière capture, il y a 3 mois, la mère a perdu près d'un quart de son poids. 2,50 m. Les mâles peuvent atteindre 3 mètres. L'opération se termine. Les ours vont se réveiller et reprendre leur route. Une fois sur la banquise, les ours pourront commencer à chasser les phoques. Le petit ourson mangera à nouveau. L'année prochaine, il aura grandi et sera un ours plein de vie. Il sera environ 2 fois plus grand qu'aujourd'hui. Dans quelques heures, ils seront debout. C'est sûr, nous les reverrons l'année prochaine.
Les ours s'accouplent en avril sur la banquise. Dès l'automne, les femelles creusent ou se mettent à la recherche d'une tanière pour mettre bas. Généralement en décembre, elles donnent naissance à 1, 2 et plus rarement 4 petits. Les femelles ours, lors de leur séjour dans ces tanières, s'adaptent remarquablement au manque de nourriture. C'est l'exemple le plus probant de leur adaptation aux jeunes. Malcolm et Stephen ont repéré une de ces tanières. Ils s'en approchent avec prudence, elle pourrait être occupée. Heureusement, il n'y a pas d'ours ici pour le moment. Ils arriveront en septembre ou octobre et ils ne repartiront pas avant le mois de mars. Pendant 6 mois, ils restent là, couchés, comme morts. Dans cet abri, ils donnent naissance à leurs petits, puis ils ne mangent pas, ne boivent pas. C'est incroyable. Malcolm a aménagé son laboratoire dans l'un des hangars du centre de recherche arctique de Churchill. Une partie seulement des échantillons prélevés sera traitée ici. L'autre sera envoyée à l'université du Saskatchewan. Chaque heure passée sur le terrain nécessite 5 à 10 heures de travail en laboratoire. Les journées de Malcolm sont longues, très longues. En apprenant plus chaque jour sur les ours, Malcolm tente aussi d'appliquer ses découvertes à l'homme. Ces ours qui ne se nourrissent que de maigres algues lors de leur séjour sur la toundra canadienne vont peut-être permettre aux malades des reins de vivre mieux. En effet, si Malcolm perce les mystères du jeûne chez les ours polaires, et notamment les mécanismes de recyclage de l'urée chez ces animaux, alors peut-être pourra-t-on mettre au point un traitement qui supprimerait le recours systématique aux pénibles dialyses. Des milliers d'êtres humains pourraient ainsi bénéficier des recherches du biologiste. Ces travaux montrent bien tout le profit que peut tirer l'homme de l'extraordinaire richesse du monde animal, même si des problèmes de coexistence se posent parfois. Chaque année en automne, ce sont des centaines d'ours qui convergent vers la région de Churchill pour retrouver la banquise. On trouve alors dans ce petit port de 800 habitants et dans ses alentours la plus forte concentration d'ours polaires dans le monde. Face aux plus gros carnivores que porte la planète, il ne faut pas plaisanter. Par le passé, des hommes ont payé de leur vie leur imprudence ou leur inconscience. Pour la sécurité des hommes, mais aussi de l'animal, les autorités de la région ont créé une patrouille qui se charge de capturer les ours affamés qui s'approchent de la ville. Deux des ours sur lesquels travaille Malcolm ont été pris dans Churchill et mis en prison par la patrouille. Il arrive aussitôt sur les lieux. Avant leur libération, il effectuera des prélèvements. We only have 9 in D20 at present that we've caught so far. 2 of them are ours. And 2 of them had radio collar of yours, so. I think we can go ahead and see them. Sure. Malcolm et son équipe ayant fini leur travail, les ours vont être relâchés beaucoup plus loin, là où ils ne présenteront plus aucun danger pour la population. C'est par la voie des airs qu'ils recouvreront la liberté.
Malcolm et Steve, le pilote de l'hélicoptère, travaillent ensemble depuis des années. Souvent, ils se retrouvent pour préparer la journée du lendemain, ou simplement discuter de ce qu'ils aiment par-dessus tout, l'Arctique et ses ours. Tu aimes cet endroit, hein? C'est pas toujours facile de travailler ici, mais l'Arctique est tellement beau, c'est une région magnifique et étrange à la fois. Nous sommes des scientifiques, pas des poètes, mais l'Arctique a quelque chose de fabuleusement beau. C'est une vraie joie de travailler ici avec ces animaux. C'est vraiment un endroit particulier. It's truly a special place. J'apprécie particulièrement les ours parce que j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps parmi eux. Je crois que c'est le fait de penser à eux qui est pour moi le plus excitant. Les voir évoluer à l'état sauvage, puis me poser des questions. Pourquoi font-ils cela? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi font-ils ceci plutôt que cela? Quelle est la cause de ce phénomène que j'observe? Ensuite, je peux prendre du recul et réfléchir à toutes ces interrogations. Puis, quand je retourne sur le terrain, je tente de vérifier mes hypothèses. Cela m'a certainement permis d'apprécier à sa juste valeur l'extraordinaire complexité des ours. Ils ont un mode de vie et un rapport au monde très intéressant. C'est extraordinaire. Depuis des jours, Malcolm tente de recapturer l'ours à la marque noire. Il a été informé qu'il se trouvait autour d'un camp d'observation itinérant. Aussitôt, et malgré une très mauvaise météo, il décide de partir. Il faut se rendre au camp à bord d'un véhicule tout-terrain, repérer la bête grâce à son émetteur, et si possible, l'immobiliser à partir du véhicule. Une première mondiale. Le vacarme assourdissant du moteur trouble le repos des seigneurs de la toundra. Des heures de route difficiles, le blizzard glacial, le camp n'est plus très loin. Okay, cut. No, cut. That's it. La tempête s'est calmée. Dès leur arrivée au camp, Malcolm et Suzanne, son assistante, se mettent à la recherche de l'animal. Plusieurs ours, attirés par l'odeur de la nourriture qui y est stockée, soutiennent le siège du camp. Sur le toit, il vaut mieux éviter tout faux pas.
L'ours à la marque noire a été repéré. Il n'est pas loin. Le véhicule reprend sa route. Sur le chemin, Malcolm observe et note. Les ours s'approchent facilement du véhicule. Ils n'ont aucun prédateur et ici, ils ne sont pas chassés. Alors pourquoi réfréner sa curiosité naturelle? Malgré leur placidité, leur aspect bateau, les ours peuvent être extrêmement rapides et dangereux. Il faut toujours être vigilant. Parce qu'ils savent que toute erreur peut être fatale, Malcolm et son équipe n'ont jamais eu à déplorer le moindre accident. Un autre habitant de l'Arctique, une autre rencontre. C'est un renard blanc. Ces animaux peuvent suivre les ours jusque sur la banquise. Ils profitent des reliques de leur repas. Relique importante puisque l'ours ne mange que la peau et la graisse du phoque. Aujourd'hui, comme depuis bien des jours, le renard ne devra compter que sur lui-même pour se nourrir. Sur les rivages immédiats de la baie d'Hudson, on ne trouve pour l'instant que des mâles. Les femelles séjournent plus à l'intérieur des terres. Mâles et femelles ne se côtoient qu'au printemps. En dehors de la saison des amours, les mâles sont très agressifs envers les femelles et leurs petits. Le monde des ours polaires est dur, et ces jeux ne sont pas aussi innocents qu'ils paraissent. Ce que nous voyons est l'un des comportements les plus fascinants de ces animaux, le jeu. Ça ressemble à une lutte, ça a l'air très sérieux, mais c'est réellement un jeu. Et ça a une fonction précise. C'est un moyen pour les mâles de s'entraîner à confronter leurs forces. Sur la banquise, quand vient l'époque de la reproduction, on assiste à de vrais combats. Ça n'est plus pour rire, c'est très très sérieux. Les animaux peuvent être blessés, certains sont même tués. Par ailleurs, sur la glace, il n'existe pas de zone d'habitation constante. Les ours ne savent jamais qui sont leurs voisins. Et quand ils se rencontrent, ils peuvent avoir à se battre. De Malcolm n'est plus très loin. C'est bien lui. Il s'agit maintenant de s'en approcher et de lui injecter un sédatif à partir de la plateforme du véhicule. Jamais procédé de la sorte dans le passé. L'ours pourrait se sentir agressé et se jeter sur lui. Il suffirait d'un mot. L'ours est finalement immobilisé sans trop de problème. Il fera l'objet d'une nouvelle série de prélèvements. L'occasion pour Malcolm d'aborder un autre volet de ses travaux, les effets de la pollution sur les ours polaires. L'Arctique est un lieu vraiment magnifique et encore vierge, mais nous savons que la pollution engendrée par les activités industrielles commence à nuire à cet écosystème. Et l'analyse des tissus des ours qui sont au sommet de la chaîne alimentaire le montre bien. La situation devient alarmante, à tel point que la capacité de reproduction des ours pourrait en être affectée. Autre conséquence de l'activité humaine et des pollutions qu'elle entraîne, le réchauffement de la planète. Ce phénomène a des implications directes sur la formation de la banquise. Avec les émissions de gaz dans l'atmosphère, la banquise se forme de plus en plus au nord et de plus en plus tardivement.
Or, c'est là que vit l'ours la plus grande partie de l'année, et c'est surtout là qu'il puise sa nourriture. Sans banquise, il n'y a pas d'ours polaire. Et aujourd'hui, ceux-ci ne sont finalement pas si nombreux dans le monde. Tout juste 20 000 à 25 000 individus. Pour la préservation de ces animaux qui lui apportent tant, Malcolm se dépense sans compter. Il lui reste encore beaucoup à faire. L'année prochaine, il sera de nouveau au rendez-vous. Mais bientôt la banquise se sera formée et les ours s'enfonceront dans la nuit polaire. Là-bas, personne ne peut les suivre. Pas même Malcolm.